Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet nouvel épisode de Mario Explore. Déjà le 6e épisode où on essaie d'apporter des réponses aux gens sur les différents problèmes, autant de la société, autant de la compréhension en général de la science. Aujourd'hui, on va parler de science. On va aller un peu plus profondément d'où viennent les hydrocarbures. Ce 6e épisode va être consacré à comment ça naît les hydrocarbures, exactement le processus. Puis, comme on a fait dans les 5 premiers épisodes, on a un spécialiste en la matière, le docteur Daniel Luigi Pinti. Bienvenue, docteur Daniel Luigi Pinti, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Docteur Pinti, comme souvent les gens, puis quand que je discute avec les gens aiment ça savoir d'où les gens viennent, qu'est-ce qui vous a apporté dans ce domaine. Vous êtes originaire de où? Alors moi je suis italien, je fais mes études en géologie à l'Université de Rome en Italie et après j'ai commencé à voyager pour continuer ma carrière académique. Donc j'ai fait un doctorat à Paris sur la géochimie isotopique appliquée à les hydrocarbures, à les pétroles du bassin parisien. Et ensuite j'ai fait un postdoctorat au Japon. Je me suis spécialisé sur d'autres domaines et après je suis revenu il y a 20 ans ici au Canada et je suis revenu un peu à mes premiers amours. Donc, je travaille sur l'eau souterraine, j'ai travaillé dans les gaz de shale, je travaille actuellement beaucoup sur la géothermie. Originalement, quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine-là? Mais quand j'étais tout jeune, en réalité, je voulais devenir astronome. Et je Ah oui. regardais les étoiles et après un jour, j'ai baissé les yeux, j'ai vu les roches et je suis tombé amoureuse de la géologie. Je pose souvent cette question-là aux gens qui viennent au podcast parce que souvent, c'est des métiers et des professions qui sont mystérieuses. Puis, il y a des jeunes qui pourraient s'intéresser à ça. Puis, je trouve qu'il n'y a pas assez même de relève présentement dans les domaines. Ça fait que j'aime ça voir d'où les gens viennent, pourquoi ils faisaient ça. Pouvez-vous me parler un petit peu du Japon? Le doctorat que vous avez fait à cet endroit-là. Comment ça s'est passé? Puis, Alors, c'était mon post-doctorat que j'ai fait au Japon. Je suis resté presque 4 ans et c'était dans un domaine complètement différent. J'ai travaillé sur les roches très anciennes, archéennes, donc de plusieurs milliards d'années, pour chercher, en utilisant des isotopes, des traces de vie. Et donc, je me suis spécialisé en période. Donc, ma spécialisation originaire restait sur les gaz rares, donc, ouais. comme l'hélium, qui c'est une ressource aujourd'hui cherchée au même temps que les hydrocarbures. Et, et là, généralement, je me suis spécialisé dans les isotopes de l'azote, un autre élément, et que comme le carbone, c'est indicateur des traces de vie. Donc, je continue à travailler sur ça aussi quand je suis revenu en France après mon postdoctorat. Et c'était plutôt une expérience de vie, pas seulement scientifique, parce que pour un Italien au Japon, c'est vraiment les antipodes de la culture. C'est deux mondes complètement différents. Donc, j'ai appris beaucoup de cette civilisation, de cette culture. Puis ça, je trouve ça important quand les gens ont de l'ouverture, de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est un des problèmes que j'identifie, moi, beaucoup au Québec. On est très centré sur nous-mêmes, puis on regarde pas beaucoup qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis les échanges scientifiques sont importants, les échanges aussi culturels, c'est important. On va se rendre un petit peu plus loin. Là, vous êtes revenu au Québec. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le Québec originalement? Ben, je voulais continuer ma carrière. J'étais ce qu'on appelle un maître de conférence, donc un professeur associé en France. Et les Géotopes, desquels maintenant je suis directeur, c'est un gros centre de recherche spécialisé surtout en géochimie, mais pas seulement. On s'est diversifié dans les années. Et dans les années, quand moi j'étais jeune, c'était probablement la plateforme plus importante des recherches au Canada. Et donc, j'avais toujours rêvé de pouvoir un jour me rattacher au Géotope, qui est un centre institutionnel de l'Université du Québec à Montréal et aussi un regroupement stratégique. Et donc, en cherchant une nouvelle position, il y avait un poste ouvert, j'ai appliqué, je l'ai gagné en 2004, et c'est désormais c'est 19 ans. Et
j'ai dit, comme toujours, je vais rester 4-5 ans, parce que souvent, ma carrière m'a porté à être dans des pays jusqu'à 4-5 ans. Ben là, ça fait 20 ans désormais que je suis au Québec. Je me trouve très bien et je suis content de travailler dans ces centres. On peut s'amuser à faire de la bonne science et c'est ça qui est important. Ah, ben, puis je vous suis là-dedans, je trouve ça que c'est important, puis vous avez, mais je trouve ça le fun parce que ça, vous êtes rendu directeur de Géotop, qui est un des centres de recherche, comme vous dites, le plus important. Pouvez-vous faire un petit tour rapide de Géotop pour les auditeurs? Faites-nous là, un overview de qu'est-ce que Géotop exactement. Alors, les Géotopes est né comme un centre, l'année prochaine, ça va être 50 ans qu'il existe, en 73. C'était une des premiers centres de recherche de cette jeune université, l'UQAM. Et il était né comme un centre lié surtout à des travaux sur la géochimie, donc l'utilisation de la chimie dans les mondes de la géologie, et surtout les isotopes. Et, et dans les années, bien sûr, il s'est développé et à partir de 83, il a changé, est devenu plus grand et 93, si je me souviens bien, est devenu un des regroupements stratégiques donc des fonds de recherche du Québec. Regroupement stratégique, c'est un groupe des personnes, des chercheurs provenant de différentes universités qui vont travailler sur des sujets communs. Et effectivement, aujourd'hui, les Géotopes, c'est plus seulement l'UQAM. On a 9 établissements universitaires. Donc, on a des membres un peu dans tous les Québec. Et nos recherches, ils se concentrent sur trois grands thèmes. Un, c'est l'histoire géologique de la Terre et les impacts, les grandes crises environnementales, pour comprendre un peu dans les leçons du passé, qu'est-ce qui va nous amener la planète avec les changements climatiques et globaux qui se mis maintenant. Un autre thème de recherche, c'est les ressources naturelles. Pour nous, ce qui est important, c'est l'eau souterraine et bien sûr les ressources minéraires. Mais nous, on fait pas des études d'exploration, c'est surtout de comprendre les grands processus derrière la mise en place des gisements de métallifères, ou de la géothermie, ou des hydrocarbures dans les passés. Comme je disais, on a travaillé sur l'impact environnemental des gaz déchets il y a quelques années. Il y a eu cette thématique au Québec. Et les troisièmes, c'est sur les impacts de l'être humain sur l'environnement. Donc ça, c'est les trois grands thèmes des recherches. Et on est presque tous des géologues, mais on a aussi des géographes, des archéologues dans les groupes. Donc on est vraiment transdisciplinaire. OK. Puis, est-ce que c'est relié aussi au niveau gouvernemental ou vous êtes totalement indépendant? On est indépendant, mais bien sûr, les gros des financements, ça vient du gouvernement du Québec via les fonds de recherche. Donc, c'est eux qui nous financent aux 6 ans. Et chaque université contribue un peu, surtout l'UQAM et McGill. On est les deux gros groupes, disons, des chercheurs, c'est surtout l'université l'UQAM et l'université McGill. Ils contribuent aussi, mais les gros des fonds de recherche, ils viennent du gouvernement et pour permettre de travailler ensemble et utiliser notre plateforme analytique qui comprend énormément de spectromètres de masse qui nous permet donc d'analyser ces isotopes et comprendre différents processus de vie. Ouais, ça, c'est une des choses que je trouve difficile aussi au Québec, puis que je trouve triste qu'on n'ait pas une culture de faire des dons au centre de recherche, puis une culture de philanthropie qui n'est pas nécessairement là, qui donnerait un gros coup de main à l'avancement. Bon, bien sûr, nous, on forme des étudiants, donc on travaille dans l'académique, mais c'est clair qu'on travaille aussi avec l'industrie parce que pour financer ces plateformes, ça sont extrêmement coûteuses. Donc, on a aussi des contrats avec l'industrie. On essaie de les garder limités simplement parce que notre première mission, c'est justement former les étudiants et c'est les étudiants qui doivent être formés devant nos instruments. Mais ça n'empêche pas qu'on a des contrats avec différentes compagnies, la ville de Montréal ou d'autres institutions pour même fédérales pour nous permettre de garder à jour nos instrumentations. On va aller dans le cœur du sujet, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler pour comprendre les sources d'hydrocarbures. Ça vient d'où? Ça naît comment? Comment vous êtes capable d'identifier ça? Euh, Premièrement, pouvez-vous nous faire un portrait d'ici au Québec? Puis on va prendre peut-être le shale de l'Utica, là, parce que c'est quelque chose que vous avez étudié récemment. Ça vient de où, cette formation-là? Puis
le gaz naturel qui s'y trouve. Les chais de l'Utica, c'est une formation géologique qui est dans ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent. La plateforme, géologiquement parlant, c'est la plateforme des basses terres du Saint-Laurent. Donc, c'est une série sédimentaire des roches qui, presque 3000 mètres, aujourd'hui, il ne reste beaucoup moins. Et cette formation, c'est une formation qui s'est formée au fond d'un océan, donc dans un environnement avec une faible circulation, donc une circulation marine et restreinte. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on appelle un roche-mère du pétrole ou du gaz, donc un roche qui produit les hydrocarbures, c'est un roche qui est riche en matière organique. C'est la matière organique, c'est certains types de matières organiques, c'est des molécules comme les gras, les carbohydrates ou les protéines, qui se transforment en hydrocarbures, en gaz. Ils doivent être préservés et surtout protégés de l'oxygène, parce que l'oxygène, il détruit tout tissu ou molécule organique. Et donc, généralement, ces roches, ils sont formés dans des zones relativement, on dit, anoxiques, pauvres en oxygène, chose qui permet justement de préserver ces matières organiques qui, avec l'influencement, donc l'augmentation de la température et de pression à travers différents processus. Ça date de quelle époque géologique quand on parle du shale d'Utica? Alors, les chais de l'Utica, c'est de l'âge ordovicienne, donc on parle des 450, 440 millions d'années environ. Donc, c'est une période qui n'est pas connue pour avoir beaucoup de roches mères. Les roches mères, ça veut dire les roches qui produisent surtout les hydrocarbures. Il y a deux époques importantes et une époque qui dépasse dans l'histoire de la Terre tout, que c'est les Jurassiques Crétacés. Donc, on parle de 200 à 100 millions d'années environ. Ça, c'est la grande époque où toutes les grandes provinces pétrolières du monde, la péninsule arabe, les Ouest canadiens, l'Iran, etc., toutes ces grandes provinces qu'on connaît, le Venezuela, ont des roches qui sont riches en matière organique, qui ont donné le pétrole. Quand on parle d'une formation qui est plus âgée comme ça, y a-t-il des avantages, des inconvénients? C'est dans les basses terres du Saint-Laurent, comment est-ce que vous pourriez évaluer ça? Les désavantages, c'est plus complexe et donc ils demandent plus des outils qui soient géochimiques ou autres pour comprendre qu'est-ce qui a été son potentiel dans le passé. Ça veut dire que, bien sûr, cette roche-mère a produit beaucoup, probablement des pétroles. Ça, c'est la grosse question qui reste toujours dans les basses terres. Est-ce que ce pétrole a été formé, a été perdu? Certaines théories disent via les grandes failles, donc ces fractures qui bordent les rives du Saint-Laurent, donc la rivière du Saint-Laurent et du gaz naturel qui est encore présent. Et donc, aujourd'hui, et disons que c'est un roche-mère épuisé, il y a un contenu de matière organique qui est, on pourrait dire, ridicule, 1% des matières organiques au moins. Un roche-mère qui est productive aujourd'hui, c'est 10-12% des matières organiques. Mais dans le passé, ces roches, effectivement, étaient très riches en matière organique. OK. C'était plus compliqué à évaluer qu'est-ce qui était son potentiel parce que bah, ils sont passés 400 millions d'années et donc ces roches elles subissent différentes transformations. Ça, c'est, disons, les gros inconvénients pour évaluer qu'est-ce que c'était le potentiel de production, la masse, les volumes d'hydrocarbures qu'il peut avoir produit dans les passés. Vous avez travaillé sur les isotopes. Puis, premièrement, dans vos recherches, est-ce qu'il y a beaucoup de gaz dilué dans l'eau des basses terres du Saint-Laurent? Pas énormément. On a trouvé juste, je pense, 3 puits sur 120 environ qu'on a fait qui dépassaient les limites permis, mais c'était du méthane d'origine biologique, donc du méthane qui s'est produit à la surface par l'activité bactérienne. Cette étude-là, est-ce que ça a été fait avant ou après que les puits, quand que je parle des puits, là, les nouveaux puits qui ont été, après la découverte des années 2006, après 2006 jusqu'à 2010, là, il y a eu des puits de forêt. Est-ce que c'était avant ou après? Ça a été fait après, ça a été les comités d'évaluation des gaz d'échelle, ils nous donné les mandats en 2013. Donc, c'est un travail qui a été fait entre 2013 et 2014. Donc, les puits d'exploration et des fracturations étaient déjà en place. OK, ça veut dire que c'est un travail quand même assez récent Oui. qui a été fait. Puis, vous avez. Puis là,
je sais que vous êtes un spécialiste en isotopes. Pouvez-vous nous donner comment ça fonctionne pour savoir si c'est du gaz biogénique par rapport à thermogénique, puis nous expliquer encore une fois la différence entre les deux? Le gaz méthane est biogénique, il est produit par des bactéries qui font la méthanogénèse. Donc, dans leur métabolisme, ils produisent comme rejet des molécules de méthane. En se nourrissant comment ça fonctionne avec des végétaux, avec des. C'est de la décomposition? Ils construisent euh, leurs molécules organiques. Ils produisent du gaz méthane et prennent du carbone dans l'environnement euh, superficiel. Donc des puits de carbone, il y en a plein à la surface. Il peut être dans les tourbières, par exemple, ou dans OK. d'autres endroits similaires. Ils assimilent les carbones. Exemple classique. Les bactéries qui font la photosynthèse, ils prennent l'océan, la CO2 qui est dissous dans l'eau, puis l'eau, ils forment une molécule organique et leur déchet, c'est l'oxygène, c'est qu'on a dans l'atmosphère à jeu. OK. Les méthanogénèses, ils font la même chose, mais leur produit des rejets, c'est des molécules de méthane et ils prennent les carbones dans ces différents réservoirs de carbone terrestres, comme ça peut être des tourbières ou les carbones dissous dans les sols. Donc, lors de l'étude de 2014, vous avez trouvé du gaz dans 3 puits dans les basses terres qui étaient principalement de cette forme de gaz-là. C'est ça? C'est pas seulement les trois puits. Disons que euh, si mes souvenirs ils sont bons, 60-70% de tous les puits faits, donc 130 puits environ, contenaient du gaz surtout biogénique. Et il y en avait d'autres qui contenaient aussi des traces de gaz thermogéniques. Les trois puits, c'était des puits que les contenus étaient en excès. Je pense que c'est 47 milligrammes par litre, quelque chose comme ça. Le méthane, à la limite, admise de dangerosité dans un puits. Ouais. Il a été dépassé dans trois puits, mais c'était du gaz qui était d'origine biologique, donc superficielle. Et l'autre gaz, comme je disais, méthane, c'est du gaz thermogénique. C'est simplement quand vous avez la formation des hydrocarbures, des gros molécules. Donc, les hydrocarbures, comme le dit les noms, c'est des chaînes de carbone et d'hydrogène qui peut être jusqu'à 100, 120 carbone ou plus. Donc, c'est des gros molécules. Avec la température et la pression, quand la roche il va à une profondeur, et ces molécules, ils se brisent. En anglais, on dit le phénomène du cracking. Ça brise la molécule. Et la molécule la plus petite que vous pouvez faire, c'est le méthane, justement, c'est H4. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les gaz thermogéniques, qui proviennent de la destruction des gros molécules d'hydrocarbures. Puis si je me trompe pas, on peut même aller détruire aussi cette molécule-là pour avoir de l'hydrogène et du carbone. Oui, si vous dépassez, disons, vous rentrez dans les mondes ce qu'on appelle les métamorphismes, euh, les mondes des roches où la pression et la température est telle qu'ils vont changer la minéralogie ou des roches, vous allez craquer ça et vous allez produire basiquement des molécules qui contiennent juste du carbone, de la graphite, etc., qui est parfaitement inutile pour le pouvoir calorifique est zéro. Donc, vous n'utilisez pas ça comme, bien sûr, combustible fossile. OK, OK, excellent. Euh, Moi, j'aimerais comprendre, parce que là, vous me parlez de méthane biogénique, du méthane thermogénique. Comment vous faites pour différencier les deux molécules de CH4? Donc, chaque élément est formé d'électrons et protons, mais quelquefois, dans son noyau, il y a aussi ce qu'on appelle des neutrons. Et si vous avez différents nombres de neutrons, vous changez la masse, les poids de ces éléments, mais ça reste toujours le même élément. Donc, dans les cas du carbone, ça va être toujours du carbone, mais un, il va avoir un masse 13, l'autre un masse 12. Donc, on regarde ces rapports isotopiques de ces deux masses, et c'est très caractéristique pour les gaz méthane thermogéniques et biogéniques, parce que les organismes, ils tendent à utiliser, moi je dis toujours à les étudiants, je fais l'exemple, ils tendent à utiliser toujours dans leur métabolisme des molécules plus légères, parce qu'ils sont plus digérables. OK? Moi je dis toujours, c'est plus facile de manger en salade que des lasagnes, puisque c'est plus léger. Et effectivement, c'est la même chose qu'ils font. D'après l'énergie qui est dépensée par l'organisme à détruire ou assimiler une masse plus petite est moindre qu'une masse plus grande, bien sûr. Et donc, ces molécules est
la molécule du méthane, elle devient isotopiquement légère. Elle contient beaucoup plus de 12 que de 13. Et ça, nous, on les représente avec ce qu'on appelle les deltas, c'est une unité de mesure particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand il est très négatif, ça veut dire qu'il contient beaucoup de carbone 12. Quand il est moins négatif ou positif, il contient beaucoup plus de carbone 13. Parce que ça, là, vous pouvez pas vous imaginer comment je me fait poser de fois cette question-là quand que je travaillais dans les basses terres du Saint-Laurent. La façon, comment ils peuvent savoir si c'est du gaz qui vient d'en bas ou ben non, si c'est du gaz de surface. Si c'est du bio ou du thermo. Puis je pense que là, vous venez de l'expliquer d'une façon très simple que les gens peuvent comprendre. C'est vraiment excitant de pouvoir avoir quelqu'un comme vous ici aujourd'hui. Y a-t-il d'autres gaz qui réagissent comme ça? Nous, on avait analysé donc les méthanes, mais on peut analyser aussi, on avait analysé l'éthane, donc d'autres gaz avec molécules 2 carbone, 3 carbone, etc., jusqu'au pentane. Les premières 5 molécules qui contiennent des 1 à 5 euh, carbone, ils sont à l'état gazeux jusqu'au pentane. Ok, très intéressant. À Géotop, puis là, c'est complètement un autre sujet, mais c'est un sujet que j'explore beaucoup, moi, personnellement. La géothermie au Québec. Pouvez-vous me parler un peu de ça? Parce qu'on a regardé certains projets ici, puis on a un intérêt certain, surtout dans la transition énergétique, de pouvoir développer une offre de ça. Comment vous voyez ça ici? Bah, ici au Québec, comme presque tous les restes du Canada, à part quelques endroits, c'est la géothermie qu'on veut développer, c'est celle qu'on appelle la géothermie à basse enthalpie. Ça veut dire la géothermie où il y a peu de chaleur présente dans les roches qui peut être transmise à l'eau pour, par exemple, chauffer des habitations. Bon, on a déjà ici à Montréal, comme dans d'autres endroits, des projets, il y a des hôpitaux, des groupes de maisons résidentielles, etc., qui sont chauffés de cette façon, ou réfléchis l'été, parce qu'on peut l'utiliser pour réchauffer un bâtiment ou les refroidir l'été. C'est les polytechniques ici à Montréal qui travaillent beaucoup, il y a un cherche sur ça, et à l'INRS, il y a un cherche sur l'étude de la géothermie à bassin tapis, en particulier dans les pays du Nord, les villages inuits, parce que tous les villages des Premières Nations dans les Grands Nord, ils voyagent au kérosène, et donc ils produisent une pollution très très importante. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher de l'eau qui est bien sûr une eau froide, mais qui est toujours plus chaude que la température ambiante. Et donc le principe, c'est qu'on récupère cette eau, on échange la chaleur qui est emmagasinée avec ce qu'on appelle un échangeur de chaleur et on réchauffe donc un circuit dans la maison qui va réchauffer la maison. L'été, c'est le contraire. S'il fait plus chaud à l'extérieur, l'eau reste plus froide au sous-sol de toute façon toute l'année. Bah, là, dans ces cas-là, on va réfrigérer la maison. Donc, on va la climatiser, on peut la refroidir. Donc, et ça marche dans les deux saisons. Et ça, c'est les gros. Il y a quelques projets pour, alors après, on a ce qu'on appelle la géothermie à moyenne ou haute enthalpie. Ça veut dire quand on a des sources de chaleur très importantes, quand la température du fluide est profondeur, la moyenne enthalpie, on parle de 70 à 150 degrés. Moi, je travaille beaucoup dans celle des hautes enthalpies dans des pays exotiques. Je reviens d'un congrès au Costa Rica la semaine dernière, où en revanche, on exploite des fluides qui sont à 200, 300, 350 degrés de profondeur. Et dans ces cas-là, ces fluides, quand on va l'extraire, ils vont se séparer en vapeur parce que la pression diminue, donc l'eau chaude il va se transformer en vapeur, et la vapeur est envoyée dans des turbines pour produire de l'électricité. Et ça, au Canada, il y a quelques projets au Saskatchewan et dans la Colombie-Britannique. Pour le moment, il n'y a pas encore de production électrique, mais il y a des puits dans les bassins sédimentaires du centre du Canada, des endroits où les températures dans certains puits montent à 120, 130, 140 degrés, et en Colombie-Britannique, dans les zones des anciens volcans, comme les monts Garibaldi, donc on a la continuation des volcans américains qui continuent dans la Colombie-Britannique. Il y a des projets
qui sont encore en cours d'exploration pour éventuellement faire des petits centrales. OK. Puis, à ce niveau-là, juste par curiosité, est-ce que c'est très profond? Alors, pour la basse enthalpie, vous avez besoin des petits puits qui descendent à quelques centaines de pieds, donc c'est vraiment très local parce que l'eau dans les basses terres, l'eau souterraine, il est autour des 9 degrés toute l'année, 9-10 degrés, hein, c'est ce qu'on a mesuré. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour la datation des eaux souterraines dans les basses terres, donc on a fait plusieurs centaines d'échantillons de puits, et c'est ça la température entre 9 et 12 degrés. Et donc, mais la température est suffisante quand c'est hiver ici au Canada pour avoir une différence de température. Et donc, les chaleurs qui est emmagasinée par l'eau est transmise via ces pompes de chaleur, ces changeurs à la maison. Quand on parle des hautes températures pour aller chercher des, des, de l'eau chaude pour pouvoir la transformer en vapeur et produire de l'électricité, euh, dans les bassins du centre du Canada, c'est des températures autour des 140-150 degrés. C'est des vieux puits, souvent des pétroles, qui est ancien, abandonné, où effectivement on peut descendre à 2000 mètres, 2500 mètres. OK, il y a quand même une grosse différence avec ici parce que sur les puits qu'on possède dans les basses terres, dans le coin de Bécancour, on a des températures de fond de trou aux alentours du 30 degrés. Oui, ben les Québec, les cratons canadiens, ça veut dire ces grands continents de l'Amérique du Nord, desquels une partie fait c'est les Canada. C'est parmi les plus froids, ça veut dire les gradients géothermaux, ça veut dire les gradients géothermaux, c'est l'augmentation de la température avec la profondeur à la surface de la Terre. C'est parmi les plus faibles du monde. Et le Québec, c'est parmi les zones les plus froides de tous les cratons canadiens. Donc Ah oui. ici, les gradients géothermaux, on parle de 12 à 15 degrés par kilomètre. Quand les gradients géothermaux normal moyen de la Terre, c'est 33 degrés par kilomètre. Et quand vous allez travailler au Mexique, en Costa Rica, dans ces endroits de volcanisme la haute température, on parle des gradients qui peuvent être 40-50 degrés par kilomètre, donc au-delà de la température moyenne, parce qu'on a des magmas qui réchauffent, bien sûr, les fluides à faible profondeur. OK, puis ici au Québec, c'est dû à quoi? Parce qu'on a une vieille roche ou? Oui, c'est la structure des continents. C'est vraiment tous les continents canadiens c'est vieux, épais, et donc il y a effectivement. Alors, les gradients géothermaux est produit par la décroissance de certains éléments radioactifs qui produisent de la chaleur quand ils décroissent, donc l'uranium, le thorium et le potassium qui est contenu dans les roches. Et effectivement, euh, tout cet ensemble de facteurs, ils font que les gradients est relativement faible par rapport à d'autres zones de la Terre. Et au Québec en particulier, les quantités d'uranium-thorium ne sont pas énormes dans les roches. Je parle de teneur normale, je parle pas des mines d'uranium, bien sûr, hein. C'est tout roche de la planète qui contient de l'uranium-thorium. Ça fait partie des éléments qui sont présents sur toutes les roches de la planète, comme le potassium, ou je sais pas, les sodium, etc. Les gens ils s'émerveillent ou quelquefois ils ont peur, mais l'uranium est présent partout, mais quantité par per million, donc est extrêmement infime. Mais c'est eux, quand ils décroissent cet uranium, qui va produire de la chaleur. Donc c'est relativement faible les contenus, en particulier ici dans les terres. Et la structure, l'épaisseur et la structure ancienne du craton fait qu'effectivement, les gradients, ils sont très très faibles ici au Québec. Donc, effectivement, c'est pas étonnant que quand vous reprenez des vieux puits de pétrole à 500, 2000 mètres dans les basses terres, fait dans les années 70, vous trouvez pas plus que 30 degrés parce que, hein, à 12, 15 degrés par kilomètre, ben, c'est ça la température du fond. C'est ça. C'est quoi le futur, là, présentement, de la géologie pour le Québec? Parce qu'au début, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous a attiré. Pourquoi les jeunes devraient aller dans ce domaine-là présentement? Euh, la figure du géologue est aujourd'hui un peu vue. Les géologues égale les combustibles fossiles, etc. Donc un peu sale, si on peut dire comme ça. Mais les géologues, c'est aussi l'environnement, c'est l'eau souterraine. Moi, j'ai travaillé sur la datation de l'eau souterraine. Donc c'est une ressource bien importante parce que sans eau, les êtres humains ne seraient pas là. Euh, euh, il y a la protection de l'environnement des surfaces. Il y a énormément de thématiques. Et nos étudiants, ils trouvent des travails et dans les mines comme dans des
boîte des conseils hydrogéologiques, des contaminations des sols, etc. Et donc, il faut que les jeunes ils pensent que les géologues, c'est quelqu'un qui étudie la nature des roches, hein, c'est notre travail, et les temps qui passent, parce que on est un peu des historiens, c'est juste que nous, on étudie pas les passés proches, et quand on parle des temps, on parle des millions et milliards d'années, comme si c'était des microsecondes. Et il faut pas avoir peur de la géologie, c'est une matière qui est fascinante et vous explique qu'est-ce que vous avez sous vos et ça permet d'avoir des travaux extrêmement diversifiés. Ça devient un thématique très transdisciplinaire. Il y a des géologues qui maintenant ils travaillent avec la biologie, avec la génétique. Donc, c'est vraiment la figure des géologues ou de l'ingénieur géologue est en train de changer. Il s'est, il se spécialise dans des disciplines quand moi j'ai commencé en 83 en Italie, la géologie, ça semblait très loin. Euh, on rigolait de nos collègues en biologie parce qu'ils disaient, ah ben, vous n'aurez jamais un futur. Et après, ça a explosé la génétique et eux, ils ont eu tout un boulot, nous, non. Mais maintenant, on travaille avec des archéologues, avec nos isotopes, on les aide à comprendre comme les premières colonnes qui se sont installées au Québec, d'où il vient, qu'est-ce qu'il mangeait, les diètes, etc. Donc, on a tellement des outils et qu'on peut travailler à la frontière avec plusieurs disciplines. Donc, c'est seulement à nous et à notre, disons, fantaisie et notre soif des connaissances d'explorer tous les venues possibles que la géologie peut offrir. C'est intéressant. C'est sûr qu'au niveau géologique, on voit très bien les géologues dans les mines, dans l'exploitation des différentes ressources naturelles, mais pouvez-vous élaborer un peu plus au niveau environnemental? Qu'est-ce que le géologue fait? Et donc, les géologues, ils peuvent étudier déjà les types de pollutions qui ont été produits par l'exploitation de la mine et comment donc remettre, reconstituer l'environnement naturel, donc combattre ces pollutions. Et donc là, ça demande beaucoup de connaissances peut-être plus en chimie, des réactions minéralogiques, chimiques, etc. Donc, pour la restauration les fameuses effluents acides qu'on a dans plusieurs mines parce qu'on utilise ou des produits pour l'extraction du minerai ce qu'on appelle la gangue, donc de la roche, ou naturellement parce que quand on exploite l'or, ça veut dire dans des sulfures, donc c'est des produits acides qui ont peut créer, donc on doit euh, combattre ces produits pour ressainir l'environnement. Euh, T'as les géologues qui travaillent, ce qu'on appelle les hydrogéologues, dans la reconstitution des circuits de l'eau souterraine. Et donc, les géologues, ils doivent avoir des connaissances de l'aquifère. L'aquifère, c'est comme un réservoir de pétrole. C'est des roches avec des trous ou des fractures où ça circule de l'eau, la place du pétrole. Et donc, on veut savoir qui sont les potentiels, quelle est la durabilité, par exemple, de la ressource. Combien d'eau on a au Québec souterraine? Ça, c'était un gros problème pour les Canadiens parce que les Canadiens utilisent surtout des ressources des surfaces, des grandes rivières et les lacs, hein, parmi les lacs plus grands du monde et des fleuves plus grands du monde. Et donc, est-ce qu'on a on a de l'eau peut être exploitée, qui est jeune, qui peut être exploitée et qui a le temps de se recharger, donc jusqu'à Ouais, combien on peut l'exploiter. Et dans les futurs, pour le moment, il est utilisé dans l'environnement, une campagne, donc pas dans les grandes villes, mais avec les changements climatiques, on risque d'avoir des baisses de niveau de nos lacs, de nos rivières. Donc peut-être que dans les futurs, on allait chercher de plus en plus d'eau souterraine. Est-ce que les aquifères qui sont autour, par exemple, de la région de Montréal, ils pourraient en 2050, 2060 donner suffisamment d'eau à une métropole comme Montréal? Ça, c'est des questions qu'il faut se commencer à poser. des questions qui sont vraiment importantes parce que l'eau, c'est la base de tout. Hein. Vous n'avez pas d'eau, on ne peut pas avoir d'être humain, comme vous disiez tantôt. Mais ces études-là, est-ce que ça avance? Est-ce qu'il il y a un potentiel réel? Puis surtout parce que on le voit, on le voit avec la géothermie, il y a des endroits où ils ont fait de la géothermie puis exploité la ressource vraiment trop.
intensément, qui ont refroidi leur bassin. L'eau, les gens qui ont des puits savent qu'ils peuvent seulement drainer un certain nombre de gallons par minute. Puis la recharge est vraiment importante là-dedans. Mais quand on parle d'une ville comme Montréal, ça doit être immense, ça doit être. Oui, c'est clair. Bon, Montréal, ils vivent avec l'eau des rivières qui la traversent, donc il y a pratiquement pas d'exploitation d'eau souterraine, hein. C'est un grand problème parce que on a eu depuis 2010, le ministère de l'Environnement, il a créé un programme d'acquisition des connaissances de l'eau souterraine, c'est ce qu'on appelle le programme PACES. Ça signifie Programme d'acquisition des eaux souterraines, qui a permis à toutes les universités de s'impliquer, québécoises. Et donc, on a fait les portraits de la ressource des eau dans tout le sud du Québec, des Rimouski jusqu'à ici à Montréal ou dans l'Outaouais. Et donc, ça a permis effectivement de comprendre mieux les ressources et la durabilité de cette ressource en eau. Et malheureusement, il y a un seul endroit qu'on n'a pas pu étudier en profondeur, c'est Montréal. Parce que Montréal, il n'y a Ah pas oui. de puits. Vous ne trouverez pas de puits d'eau. Il y en a peut-être des anciens construits il y a 100 ans, etc., complètement abandonnés, parce que justement, l'aqueduc de Montréal, il puise dans les fleuves Saint-Laurent et dans la rivière des Loups, donc vous n'avez pas de, vous n'avez pas d'exploitation d'eau souterraine, donc on ne peut pas savoir quel est le potentiel des aquifères. Il y en a, parce qu'on a les mêmes roches qu'on a entre Montréal et Québec, ces fameuses roches des basses terres du Saint-Laurent, mais on connaît pas du tout les potentiels parce qu'il n'y a pas de prise d'eau. C'est les gros problèmes de l'hydrogéologue, c'est qu'il regarde en boîte noire. On ne peut pas voir l'aquifère. C'est comme un Ouais. réservoir de pétrole. On doit faire un trou et à partir du trou, on comprend beaucoup plus de qu'est-ce qui se passe en profondeur. Mais quelqu'un pourrait penser que le gouvernement aurait permis de faire des forages pour faire cette étude-là, non? Oui, certainement, mais c'est des questions qui se sont pas posées pour le moment parce qu'effectivement, on a ces grands fleuves qui nous ravitaillent d'eau. Donc aujourd'hui, les gros problèmes de Montréal, c'est plutôt de, de rendre plus moderne l'aqueduc Oui. Déjà là, que aller perdre chercher. moins que. Parce que j'ai lu qu'ils perdaient comme 40% de Oui. leur eau potable. C'est déjà là, Mais c'est clair que si moi mon rêve c'était toujours de faire un forage, même dans les basses terres, pas nécessairement à Montréal, parce que l'eau souterraine qu'on exploite en campagne, c'est l'eau qui vient des maximum 120 mètres. Mais les basses terres, on a dit, c'est 3000 mètres de roches sédimentaires. Et on a très faible connaissance grâce à les rapports des vieux forages de pétrole. Mais les pétroliers, ils s'intéressaient pas à l'eau, ils s'intéressaient non. à chercher justement les gaz et les pétroles. Donc, ils sont pauvres en renseignements géologiques. Et mon rêve, ça a été toujours d'avoir un forage scientifique qui puisse traverser tous ces basses terres pour savoir qui sont les aquifères plus profonds. On a fait à Bécancour, grâce à Junex et compagnie, qui avait ces puits de Saumur. Donc, on a fait une étude en 2011 et cette eau qui est extrêmement bizarre parce que il a une salinité 10 fois l'eau des mers, 350 grammes par litre, et qui probablement il vient de très profond et qui s'est immigré dans ces roches sédimentaires. Mais à part ces quelques endroits, on connaît pas du tout quel est le potentiel de l'eau qui est plus profond. Donc on a une connaissance vraiment superficielle des premières 60, 70 mètres, 100 mètres de tous les basses de terre du Saint-Laurent. L'eau plus profonde, on connaît rien du tout. C'est impressionnant qu'en 2023, encore, avec toutes les ressources qu'on a, que les gouvernements ne mettent pas plus d'argent pour acquérir ces connaissances-là. Parce que ça devient, premièrement, c'est de très grande valeur. Quand tu connais ton sous-sol, tu sais qu'est-ce que tu as exactement. Puis ensuite de ça, point de vue sécurité pour le futur, c'est des informations qui seraient importantes à avoir. Sans doute, ce serait très intéressant. Il y a des projets, il y a des programmes internationaux comme un programme qui est fait des forages scientifiques profonds. Malheureusement, les Canada et les Québec, ils payent plus les Canada, ils payent plus son quota pour participer à ces programmes. Et justement, le 1er décembre, et grâce à nos collègues de McGill, on a une réunion avec toute la communauté canadienne des géologies pour voir si on peut trouver des sponsors pour permettre à les Canada et les Québec
d'être de nouveau dans ces programmes internationaux pour proposer des forages scientifiques profonds pour connaître mieux la géologie de notre pays, qui est fascinant parce que je regarde le Canada au complet, c'est parmi les cratons, les continents les plus riches d'un point de vue géologique, avec des roches qui vont de quelques milliers d'années à 4 milliards d'années. On a les roches les plus vieilles de la planète dans l'ouest du Canada qui ont 4 milliards d'années. Donc, on a vraiment un trésor naturel géologique qui est unique sur la planète. Excellent. Je pense que il y a plusieurs domaines de recherche dans les sciences de la Terre qui sont vraiment, vraiment intéressants. Dr. Benty, je vais vous laisser le mot de la fin s'il y a un message que vous voulez transmettre, s'il y a des choses que vous voulez demander, c'est vous qui allez avoir le dernier mot. Peut-être ces jeunes générations, justement nos étudiants, qu'on les perd tous les ans dans nos départements. On espère qu'on a touché les fonds, on va remonter. La géologie, c'est l'étude de la nature. Comme pour un biologiste, un chimiste, un physicien, faut pas en avoir peur. Quand être géologue, ça ne veut pas dire travailler avec les combustibles fossiles et autres. Ça peut être travailler dans énormément de domaines et c'est fascinant. Et moi, je dis toujours aux étudiants, on protège la nature, on protège les espèces animales et les plantes, mais il faut protéger aussi les roches parce que ça fait partie de notre paysage. Nous vivons dans un paysage qui est géologique, biologique. Excellent. Hey, je vous remercie énormément, Dr. Penty, pour cette conversation-là que j'ai trouvée très, très, très intéressante. Puis, j'espère que vous allez avancer dans chacun de vos projets. Je vais regarder un petit peu plus là, aussi les travaux de Géotop qui me semblent très intéressants. Dr. Penty, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Ceci conclut notre 6e épisode. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Inscrivez-vous à notre infolette sur marioexplore.ca. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci et à la prochaine.